Notre invité aujourd'hui, cette émission n'a jamais aussi bien porté son nom. Il est journaliste, chroniqueur, polémiste, écrivain, essayiste. Il a publié plusieurs œuvres, dont Un quinquennat pour rien, Le premier sexe ou encore Le suicide français, les 40 années qui ont défait la France. Il a accepté notre invitation aujourd'hui pour nous parler notamment de son dernier essai intitulé Destin français, paru le 12 septembre dernier aux éditions Albin Michel. Alors avec lui, nous commenterons également les moments forts de l'actualité. Bref, vous l'avez compris, nous on est incorrectibles jusqu'au bout et on a maintenu contre vents et marées médiatiques notre invitation. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Alors Éric Zemmour, ironie du classement littéraire, je ne sais pas si vous le savez, votre dernier ouvrage malheureusement a cédé la première place du classement des best-sellers. Il s'est fait détrôner il y a peu par L'Arabe du futur, le tome 4 de Riyad Sattouf. Ça vous fait réagir ? Non, pourquoi voulez-vous que ça me fasse réagir ? En plus, mettre les torchons et les serviettes, les bandes dessinées avec des essais, c'est bizarre. Mais j'ai vu que tous les médias étaient tellement contents que je sois détrôné. Ils avaient été tellement furieux que je sois passé devant Amélie Nothomb, qui était déjà aussi différent, parce que c'était un roman. Donc déjà, la comparaison était bizarre. Mais alors là, avec une bande dessinée... Mais j'imagine que cette bande dessinée est très bien. Je sais pas, je l'ai pas vue. D'ailleurs, ça va dans votre sens parce que c'est un petit garçon qui est né en Syrie qui essaye de devenir français en fait. C'est ça. Oui. Du futur. Vous en êtes à combien d'exemplaires vendus à ce jour ? Je sais pas. Vous savez, les ventes on les sait au fur et à mesure. Je sais qu'il y en a 130, 150 000 comme ça qui sont partis dans la nature. Donc bon, c'est plutôt bien, mais voilà quoi. Il faut continuer. Alors, mon introduction, vous l'aurez compris, était aussi une forme de clin d'œil à Laurent Ruquier, qui après vous avoir invité est revenu sur son invitation. Un peu plus tard, c'est Michel Onfray qui a lui aussi subi les foudres du service public. Éric Zemmour, vous avez envie de leur répondre. Est-ce que vous pensez d'abord qu'on peut encore débattre en France ? Mais je sais pas. C'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut encore débattre. Est-ce qu'on peut encore débattre sur le fond ? Est-ce qu'on peut ne pas tomber dans les travers de l'époque, c'est-à-dire victimisation, sentimentalisation, judiciarisation ? Bon, je ne sais plus, je vous assure, je ne sais pas. Moi, j'ai un ami producteur de télé qui m'a dit, en fait, tu es naïf. Tu crois que tu vas débattre, tu vas arriver à la télévision et tu vas débattre. Il a sans doute raison. J'ai gardé une part de naïveté parce que d'abord, je regarde peu la télévision et donc je ne connais pas les mœurs télévisuelles. Et même si... Quelles émissions trouvent grâce à vos yeux ? Je regarde pas. Non, mais sincèrement, je ne regarde pas. Je regarde les matchs de la Coupe du Monde quand il y a la Coupe du Monde. Donc, vous voyez, c'est une fois tous les 4 ans. Et sinon, je ne regarde pas. Quand mes enfants me disent de regarder 5 minutes, je regarde. Et puis, c'est tout. Sinon, je lis et j'écris. Donc, vous voyez, c'est pas... Donc moi, quand j'arrive à la télévision, je suis là pour débattre, mais c'est pas facile. C'est pas facile. D'abord parce que les gens ne lisent pas toujours, même lisent assez rarement, et ils préfèrent m'invectiver et m'insulter plutôt que de lire, et ça ça leur fait plaisir, ils se font plaisir. Bon. Et puis là, en plus, maintenant, il y a carrément, on assume la censure. C'est quand même le nouveau. C'est-à-dire qu'on dit non, je ne l'invite pas parce que c'est mieux pour les invités, c'est mieux pour le service public, c'est mieux pour les auditeurs, les téléspectateurs, ça les protège. Vous voyez, c'est comme si la SNCF disait je ne prends pas dans les trains les lecteurs du livre d'Éric Zemmour. Que les téléspectateurs payent. Mais c'est pour ça que je fais cette comparaison avec la SNCF. Ouais. C'est la même chose. C'est quand même fou. Ouais. Donc voilà, Ruquier m'avait invité. Il a oublié qu'il m'avait invité. Il vous a appelé ? Non. Vous savez, c'est le grand mépris de la noblesse nouvelle. Mais qui est-ce qui décide de ça, pardon ? C'est une bonne question. Parce que Ruquier il décide pour son émission très bien, mais sur tout le service public, en fait, qui donne... C'est une bonne question. Je ne sais pas. D'accord. Est-ce qu'il y a des consignes de la direction de la chaîne ? Est-ce qu'il y a des consignes ? Est-ce que c'est les animateurs ou les équipes qui décident de ça ? Je ne sais pas. Non, je pense que c'est une décision souveraine du producteur et de l'animateur qui décide qui refuse de ne pas inviter. Oui, mais il n'y a pas d'émission, vous avez été invité sur aucune émission. Oui, absolument. D'accord. Vous dites que vous êtes naïf, en tout cas franc-tireur, incorrect, grande gueule, polémiste, grand orateur. Une chose est sûre, Éric Zemmour, vous n'avez pas la langue dans votre poche et vous n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez et peut-être ce que beaucoup pensent tout bas. Avant de parler plus en détail de votre dernier ouvrage, est-ce que vous estimez que vous êtes représentant d'une France oubliée, méprisée ? Non, je suis, si vous voulez... vous savez, j'ai l'impression que ce que je dis, ce que j'écris, n'est pas oublié, méprisé, a été délibérément mis sous le boisseau et enfoui et écrasé. Je suis très frappé de voir les quelques rares papiers dans la presse de gauche
sur le fond du livre. Il y avait un papier de Laurent Geoffrin dans Libération hier qui était pas un mauvais papier d'ailleurs journalistiquement, ou d'autres papiers dans Le Monde. C'est très intéressant parce qu'il tombe le masque. En fait, ce qu'il me reproche, c'est d'écrire une histoire française. C'est d'écrire une histoire du point de vue français. Ils sont tellement habitués depuis 40 ans à écrire l'histoire selon les points de vue des autres, avec un A majuscule, qu'ils soient anglais, allemand, américain, arabe, etc., que quand on leur écrit une histoire de France, du point de vue français, ils ont deux réactions. Les plus gentils disent c'est de la mythologie, c'est du roman, alors qu'il n'y a rien de mythologique dans ce que j'écris. Voilà. Ou alors, alors là, il dépasse la ligne rouge, il ressuscite Maurras, il ressuscite Bainville. Je ne peux pas me faire plus grand compliment en disant que je ressuscite Bainville, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et on ne peut plus, si vous voulez, c'est très intéressant parce que ce qu'ils appellent franchir la ligne rouge, c'est en fait ressusciter une histoire qu'ils croyaient avoir tuée. C'est-à-dire l'histoire de France française, de l'histoire de l'identité française. Et moi, c'est la grande leçon que je tire de ce mois depuis la sortie du livre. Alors, Nicolas Vidal de Putsch. En plus, Éric Zemmour, il y a deux grands courants d'historiens aujourd'hui. Il y a les Patrice Boucheron, effectivement, ou d'autres. Donc, on est vraiment à la césure et à la scission de deux idéologies de l'histoire. Alors, pour nos auditeurs, vous rappelez peut-être qui est Patrice Boucheron, parce que c'est l'histoire mondiale de la France. L'histoire mondiale de la France, voilà. Effectivement. Professeur au Collège de France. Effectivement. Aujourd'hui, il y a ces deux grands courants. Non, mais vous savez, d'abord, c'est ce que j'explique dans l'introduction, il y a les guerres de l'histoire, ça a toujours existé. Et c'est absolument fondamental. C'est les guerres de l'histoire qui déterminent paradoxalement l'histoire de France. Ouais. C'est-à-dire qu'avant la Révolution, il y a une guerre de l'histoire entre les romanistes et les germanistes. Je vous passe les détails, mais ça se répercutera dans la Révolution. Après la Révolution, évidemment, on passera à des guerres de l'histoire autour de la Révolution, entre les monarchistes, les républicains, entre les girondins et les montagnards. Ensuite, entre la droite et la gauche, les rouges et les bleus, les communistes et les anticommunistes. Vous voyez, tout ça, ça a toujours été. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que là, on est au cœur d'une nouvelle guerre de l'histoire, et là, on est vraiment dans le fond de l'affaire. C'est autour de la France et du monde. C'est-à-dire que, pour ces historiens que vous avez cités, la France n'existe pas. D'accord. Elle n'a jamais existé. Elle ne doit plus exister. Et c'est plutôt, je devrais le prendre dans ce sens-là, comme elle ne doit plus exister selon eux, ils décident qu'elle n'a jamais existé. Et comme ça, ils se polarisent sur deux choses très simples. Soit le monde, il n'y a qu'une histoire du monde, soit des éléments hyper pointus. Quand je vais dans les salles en province, je m'amuse et j'amuse en disant c'est les discriminations de genre dans le Poitou en 1642. Voilà. Donc pour vous, il y a bien une âme française. Non mais pour moi, il y a, si vous voulez, il y a une. C'est les deux. Je pense qu'il y a une histoire de France, il y a une âme française. Mais c'est parce que je veux qu'il y ait une France que je raconte une histoire de France. Et c'est parce qu'ils ne veulent plus qu'il y ait de France qu'ils ne veulent plus raconter d'histoire de France. J'espère que je me fais bien comprendre. Jacques de Guibon, très rapidement. Mais vous pensez qu'ils veulent plus qu'il y ait une France, ou que ce soit l'ancienne France, en fait, qui disparaisse? C'est-à-dire que ce soit la France totalement? C'est la même chose. Ils peuvent vouloir recréer une autre France, en fait, qui serait. Non, ils veulent pas recréer une autre France. À leur désir. Ils veulent recréer une République. D'ailleurs, vous avez remarqué, ils ne disent pas la France, ils disent la République. Et ils disent enfant de la République. Ils disent jamais enfant de la France. C'est très frappant. Non, et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai un chapitre sur la République, parce que j'ai approfondi cette question. Et je comprends mieux maintenant pourquoi il y a cette distorsion de vocabulaire. Parce que depuis l'origine, en fait, la République a deux péchés originels. C'est l'universalisme. Défendu par les élites. Exactement. Qui donc la pousse à se détacher de l'identité française de plus en plus. Et la soumission à l'Allemagne. Parce qu'en fait, la vraie République, elle est née en 1871, après la défaite allemande, et que ça a tellement déstabilisé toutes les élites françaises qu'ils ne s'y attendaient pas. Il faut dire que, vous savez, c'était la première fois que la France perdait une guerre face à un seul pays depuis des siècles. Donc c'était quelque chose d'étonnant. Non mais c'est vrai, c'était un choc inouï. Karl Marx a sablé le champagne, etc. Non mais c'est vrai. Donc pour vous dire que à partir de là, les élites républicaines ont dit c'est fini.
l'hégémonie de la France, c'est terminé. Nous allons nous soumettre à l'Allemagne. Et ces deux péchés originels de la République, on les retrouve aujourd'hui. Vous voyez, c'est la première chose que fait un président de la République aussitôt élu, c'est d'aller à Berlin pour se faire adouber. Et l'universalisme, qui est on est arrivé au bout du bout de cet universalisme, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas français existe, tout ce qui est français n'existe pas. Et il n'y a plus que la République. C'est l'opinion d'Éric Zemmour qui reste bien sûr avec nous. Nous sommes ravis de l'accueillir ce dimanche dans Les Incorrectibles. On fait une courte pause publicitaire. On se retrouve juste après, bien sûr, avec Jacques de Guibon et Nicolas Vidal également. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. Nous sommes de retour dans Les Incorrectibles avec notre invité ce dimanche, c'est Éric Zemmour à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage Destin français paru aux éditions Albin Michel. Alors évidemment on va en parler tout au long de cette émission, mais je voulais revenir un petit peu sur ce dont on parlait au début, c'est-à-dire vous, Éric Zemmour. Certains, je le disais, voudraient vous censurer, voire vous interdire d'antenne. Vous pensez qu'en France, la liberté d'expression a encore sa place? On rappelle que cette semaine, il y a une décision de justice assez symbolique. Le Conseil d'État a annulé une décision du CSA qui avait mis en demeure RTL, c'était le 14 juin 2017, pour un éloge aussi de la discrimination par Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision? Ça a dû vous faire plaisir. J'étais content. J'étais très heureux. Surtout d'être soutenu par le Conseil d'État. Et par la direction de votre groupe. Chose rare. Par la direction de votre groupe, M6. Ah non, mais ça, j'ai toujours été soutenu. Ça, il faut pas Nicolas Tavernon, personne, oui. Mais M6, le groupe m'a toujours soutenu, j'ai rien à dire. RTL m'a enlevé ma chronique, j'étais pas content, mais le groupe m'a toujours soutenu. Et RTL m'a toujours, et même Christopher Badelli m'a toujours soutenu. Ce qui est important, c'est que juridiquement... Non mais attendez, c'est très important cette décision. Parce que le CSA s'est arrogé un pouvoir si vous voulez, de jugement idéologique et moral des chroniques et de l'expression sur les antennes télévisuelles et radio. C'est quelque chose d'inouï. C'est une police de la pensée un peu. Exactement, c'est une police de la pensée. Et ce qui est important, que là le Conseil d'État conteste cet abus de pouvoir. C'est d'autant plus important que le patron du Conseil d'État est Monsieur Schramek, ancien directeur de cabinet de Jospin, du CSA, pardon, et qui était un conseiller d'État. Donc ça prouve qu'au Conseil d'État même, il y a un affrontement entre ceux qui veulent verrouiller la pensée au nom d'une morale politiquement correcte et ceux qui estiment, grâce à Dieu, que en France, on doit continuer à avoir une liberté d'expression. Et je vous reprends sur un mot, je n'ai pas fait un éloge de la discrimination. J'ai critiqué l'application juridique du principe de non-discrimination. Ce n'est pas la même chose. Je ne fais pas l'éloge de la discrimination, je dis simplement que le principe de non-discrimination est destructeur et que, si vous voulez, c'est un principe qui permet de désagréger les nations, les familles, l'État. C'est un mauvais principe. Voilà, c'est ça que je pense. Mais je me suis uniquement placé sur le plan des principes. C'est d'autant plus scandaleux que le CSA donne une mise en demeure à RTL pour cette chronique, alors que je ne parlais de personne en particulier, vous comprenez? C'était une bataille de principes idéologiques. Vous êtes toujours placé sous protection policière, Éric Zemmour? Non, j'ai été placé sous protection policière pendant l'année 2015. Vous savez, la folle année de Charlie et de Bataclan. Et d'ailleurs, comme Houellebecq, j'en ai parlé avec lui. Parce qu'on a vu une vidéo là récemment. Ah non, mais ça c'était autre chose. Un service de protection. Non, c'était autre chose. C'est parce que il y avait eu des menaces des Antifa qui avaient menacé de tout casser, de s'en prendre à moi, avec des cocktails Molotov, etc. Non, moi je reçois pas de menaces, je reçois de temps en temps des insultes, mais pas de menaces. Alors, Jacques de Guibon. Oui, pour en revenir à votre livre, en fait, c'est une histoire de France donc, que vous avez faite, mais c'est aussi une arme par destination, si on peut dire. C'est-à-dire que vous voulez changer la vision de l'histoire de France, et on dit en général que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, mais vous, est-ce que vous renversez pas la chose en disant « je vais écrire cette histoire pour gagner, en fait, à la fin », quoi. C'est-à-dire que ce serait... une ironie. Oui, je comprends. Bien sûr que c'est une arme idéologique, mais j'ai répondu tout à l'heure. Toutes les histoires sont des armes idéologiques. On est d'accord. Maintenant, est-ce que c'est les vainqueurs qui font l'histoire? Ça a été vrai longtemps. Maintenant, depuis 40 ans, c'est plutôt les victimes qui font l'histoire. Et les victimes sont les vainqueurs aujourd'hui. Mais c'est bien, voilà, on est bien d'accord. Les victimes sont devenues les vainqueurs. Être victime, c'est pouvoir écrire l'histoire et être vainqueur et dominer. Être minoritaire, c'est le si vous voulez. Donc j'écris cette histoire. Moi, c'est simple. J'écris cette histoire parce que on en a parlé au début.
j'écris une histoire de France française. Et donc, j'essaye de comprendre le point de vue français parce que j'estime qu'il est complètement annihilé aujourd'hui, qu'on n'en parle jamais, qu'on ne le défend jamais. Et quand par exemple je parle de Napoléon, quand je parle des guerres de religion, quand je parle des croisades, quand je parle de Gaulle et Pétain, je ne fais pas comment dire d'éloges des uns ou des autres. Non, j'essaye de contenir le point de vue de la France. Pourquoi la France a fait ça ? Pourquoi les dirigeants français font ça ? Pourquoi tel intellectuel écrit ça ? C'est ça que j'essaie de faire des généalogies entre le passé et le présent. Pour bien montrer, si vous voulez, selon le mot fameux de Tocqueville, l'histoire est une galerie de portraits avec beaucoup de copies et peu d'originaux. Je pense ça. Et justement, les historiens d'aujourd'hui me reprochent ça. C'est-à-dire que vous avez bien compris ils veulent, en fait, ils croient pas eux-mêmes à leur propre matière. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on dise l'histoire ne sert à rien. D'ailleurs, évidemment, puisque l'histoire exprime la France. Nicolas Vidal. On vous reproche effectivement de tordre l'histoire, vos détracteurs du moins. Ah, oui. Et j'ai une deuxième question. En quoi notre époque, Éric Zemmour, selon vous, incarne toutes les crises du passé ? Alors là, c'est effectivement, vous avez raison, c'est dans l'introduction que j'essaye de rassembler ça. J'étais très frappé d'une chose, c'est que nous concentrons un ensemble de crises qu'on a vécues dans le passé. Alors je récapitule dans l'introduction. Il y a le retour des féodaux comme au Moyen Âge. Il y a les grandes invasions musulmanes comme au 7e siècle. Il y a les guerres de religion comme au 15e qui se préparent. Il y a la montée en puissance des femmes dans l'espace public comme au 18e siècle. Il y a l'anglomanie, qui est devenue plutôt une américanomanie en vérité, mais c'est la même chose, comme au XVIIIe siècle. Il y a la soumission à l'Allemagne, comme à la fin du XIXe siècle. Vous voyez, on peut comme ça multiplier. Je me suis amusé à multiplier. La vérité, c'est qu'on concentre tout ça. Alors je fais cette comparaison, je dis, on a l'impression, vous savez, de cette image du mort qui revit toutes les grandes étapes de sa vie, et la France serait ce mort-là. Bon, c'est une hypothèse. J'espère que ce n'est pas le cas. Et si vous écrivez ce livre, c'est pour qu'elle meure pas. Exactement. Mais vous savez, c'est pas une épitaphe, quoi. Voilà, c'est une épitaphe. Non, c'est pas une épitaphe. C'est-à-dire que vous savez, il y a toujours le rapport entre la raison et la volonté. Vous savez, la fameuse phrase qu'on sortait tout le temps à Sciences Po, l'intelligence de la... Non, mais c'était les lieux communs dans toutes les dissertations. Là, il faut avoir l'intelligence du je sais pas quoi, et l'optimisme de la volonté et l'intelligence du pessimisme. Donc voilà. Mais vous allez loin parce que vous dites à un moment donné, à la fin de votre introduction, c'est extrêmement intéressant. Enfin, c'est la dernière. À force d'être méprisé, rejeté, nié, j'adore le terme néantisé, j'adore ce terme, permettez-moi. C'est un terme de l'histoire se venge. Voilà, l'histoire se venge. Oui, parce que je pense effectivement. Oui, parce que je pense, c'est ce qu'on a dit au début de notre conversation. Puisqu'on a voulu nier l'histoire de France, et elle nous rattrape. Elle se transforme petit à petit en une espèce de fatalité, d'où mon titre Destin français, qu'on ne contrôle plus. Il y a, si vous voulez, on voit bien que toute notre histoire nous rattrape. Et je ne cite pas dans mon livre une phrase que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps, qui est de René Girard, dans son livre Achevé Clausewitz, qui dit, dans ce livre-là, je crois que c'est son dernier livre, peu de temps avant sa mort, et qui dit une phrase très belle et très profonde, et qui dit « Il nous faut entrer dans une pensée du temps où les croisades et Charles Martel seront plus proches de nous que la Révolution française et l'industrialisation du Second Empire. » Cette phrase est absolument extraordinaire parce que qu'est-ce qu'elle signifie en 2 mots ? Pendant 2 siècles, toutes les générations ont vécu en fonction de la Révolution française. C'est-à-dire que toutes les générations refaisaient la Révolution française pour, contre, pour les montagnards, pour les Girondins, etc. Et depuis 20 ans, on a changé de paradigme. Et là, ce qu'on prépare, c'est qu'on va refaire les guerres de religion et la période des croisades. Vous voyez, c'est plus la même période et c'est plus le même paradigme. Parce que sur les croisades, je n'avais jamais lu cette théorie, effectivement, que les croisades auraient repoussé l'invasion musulmane. C'est ce que vous dites dans votre livre. Moi, je l'avais jamais lu nulle part. Mais c'est normal que vous l'ayez jamais lu nulle part. C'est exactement la discussion qu'on a eue au début. D'ailleurs, les historiens d'aujourd'hui me reprochent. J'ai 2 minutes ? Bien sûr, oui. Bon. Je lis un livre, par le hasard d'ailleurs, c'était une de mes chroniques du Figaro, d'un grand historien du passé, des années 50, qui s'appelle René Grousset. Et j'avoue sincèrement que je ne connaissais pas René Grousset. Oui, bon. Et je découvre, ce type est un immense spécialiste des croisades, entre autres d'ailleurs, parce qu'il est spécialiste de beaucoup de choses. Et c'est de lui que je tire cette thèse. C'est-à-dire, je vous la fais courte, s'il n'y avait pas eu les croisades en 1095, l'appel de Urbain II,
l'islam qui était très offensif allait prendre Constantinople, aurait pris toute l'Europe, et ça aurait empêché le réveil de l'Europe, son retour aux sources classiques, grecques, romaines, etc. Et donc ça aurait empêché le développement de l'Europe, les grandes découvertes, etc. Vous voyez ? Bon, en fait, on a gagné 3 siècles, puisque les Arabes ont fini par prendre Constantinople, les musulmans ont fini par prendre Constantinople en 1453, mais entre-temps, l'Angleterre était devenue l'Angleterre, la France était devenue la France, vous voyez, il y avait... Bon. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'on est en boucle, on revient toujours à notre discussion avec les historiens d'aujourd'hui. Les historiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ah oui, mais c'est dépassé. Depuis, on a fait des nouvelles découvertes. Ouais. En fait, ils n'ont pas fait de nouvelles découvertes. Simplement, ils ont un autre angle qui déconstruit sans cesse les croisades pour montrer que les croisades, c'est affreux, qu'on tue des musulmans, qu'on va envahir, qu'on se bat entre les latins et les orthodoxes. Personne n'a dit le contraire. Le fameux sac de Constantinople en 1204 par les latins, personne n'a dit le contraire. Mais évidemment, ils veulent noyer le poisson. Et ils ont noyé un grand historien comme René Grousset exprès, parce que ce type ne leur plaît pas. On pourrait prendre d'autres exemples, comme Pirène et compagnie. Quand je dis qu'il y a une guerre des histoires, il y a une guerre des historiens. Et les historiens d'aujourd'hui effacent les historiens d'hier qui ne leur plaisent pas. C'est pas qu'ils sont meilleurs, c'est pas qu'ils ont trouvé des choses, on peut éventuellement, vous voyez, trouver toujours des petits détails, une caisse d'archives qu'on n'avait pas vue, ça oui, c'est possible. Mais, si vous voulez, ces grands historiens d'alors avaient une vue. D'abord, ils avaient une culture énorme, que les historiens d'aujourd'hui non plus. Et en plus, ils écrivaient dans un français magnifique. C'est ça la conclusion. Mais c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Mais pour une raison que vous allez comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure, ils s'accrochent à des choses de détail. Donc, ils vont passer leur vie sur le Poitou en 1492, vous voyez. Les autres, ils avaient une vue universelle et millénaire. Donc, ils avaient plus de recul. Vous comprenez, c'est tout. Éric Zemmour est avec nous dans Les Incorrectibles ce dimanche. On fait une courte pause et on reparle bien sûr avec lui de ce dernier ouvrage Destin français, mais aussi de l'actualité. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. Nous sommes de retour dans Les Incorrectibles et nous sommes ravis, c'est assez rare qu'on vous dise ça à l'antenne, d'accueillir Éric Zemmour dans cette émission Les Incorrectibles ce dimanche. Alors bien sûr, on va quand même parler un petit peu de l'actualité, mais vous vouliez dire un dernier mot sur cet ouvrage, Destin français. Non, il y a plein de mots à dire encore, mais vous disiez tout à l'heure que vous faisiez une galerie de portraits sans juger, mais sur François Ier, vous êtes quand même très dur, et c'est assez étonnant parce qu'on l'apprend en général comme un personnage extrêmement positif de l'histoire de France. Et vous le critiquez sur le fait qu'il ne serait pas rentré dans cette alliance européenne contre le Grand Turc, notamment, quoi. Et qu'il s'inscrirait pas dans la grande chrétienté qui se construisait à l'époque. Moi, c'est comme ça que j'ai lu. C'est pas ça ma critique de fond. Non, ma critique de fond, c'est que il a tout raté. Ça, c'est quand même, il a tout raté. Il a tout raté. Il est le grand homme de l'époque, c'est Charles Quint, qui l'a complètement écrabouillé. C'est ça la vérité. Et d'ailleurs, Richelieu passera son temps à corriger les échecs et les fautes de François Ier. Artistiquement, architecturalement, vous pouvez pas dire qu'il a tout raté, François Ier. C'est aussi les châteaux de la Loire, c'est Vinci, c'est machin. Non mais d'accord, mais je vous parle pas d'esthétique là, je vous parle de géostratégie. Mais la France, c'est aussi un peu l'esthétique. Mais vous avez raison. Non mais d'accord. Gueule, Jacques de Guibon. Mais vous avez raison, si vous voulez. C'est vrai que j'ai un point de vue. Alors, mais on peut en discuter, c'est le vrai sujet. C'est qu'en fait, j'estime que la France avait une destinée impériale. C'est-à-dire que ça, c'est ma thèse depuis longtemps. Je pense que la France rêve de refaire l'Empire romain et au moins la Gaule romaine. Et que si elle ne le fait pas, elle est condamnée à s'auto-détruire et à être partagée entre tous ses voisins. C'est pas fromage ou dessert. Vous voyez, c'est ou la puissance ou l'affaissement et la soumission. C'est comme disait Napoléon, il faut commander ou être commandé. Effectivement, il y a un désaccord avec beaucoup de gens, je sais. Mais c'est un désaccord qui court toute l'histoire de France. C'est la lettre de Fénelon à Louis XIV qui lui dit tu fais trop la guerre, etc. C'est Madame de Staël face à Napoléon qui dit les Allemands sont magnifiques, c'est des poètes et tout ça. Ce que j'explique moi dans le livre, c'est que quand on se met de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de Guibon, du côté de Madame de Staël, du côté de Fénelon, c'est-à-dire moi ce que j'appelle du côté des pacifistes et du féminin, la France, effectivement, elle peut briller, elle peut faire Chambord, elle peut faire des magnifiques lettres, elle peut faire des magnifiques, vous voyez, c'est beau, mais finalement, on perd les guerres et on se fait écraser par nos voisins et par les vraies puissances dominantes. Mais j'accorde à Jacques de Guibon que c'est une vraie discussion, et c'est un vrai débat. Non, c'est un vrai débat qui court l'histoire de France.
Alors, on va C'est laisser, chers amis, on va laisser François Ier de côté, si vous voulez bien un moment, pour revenir à l'actualité plus récente. L'actualité de cette semaine a bien sûr démarré avec le fameux remaniement du gouvernement Macron, un remaniement qui s'est fait attendre pour finir par donner lieu après 15 jours à la nomination sans surprise de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur. L'ancien, ça fait rire Éric Zemmour, l'ancien patron de la DGSI, Laurent Nunez, devient son bras droit en étant nommé secrétaire d'État. Éric Zemmour, vous qui disiez sur RTL, franchement, le remaniement, on s'en fout. Vous en pensez quoi de ce nouveau gouvernement? C'est un pétard mouillé selon vous? Je m'en fous toujours, quoi. Moi, ça n'a pas changé. Au moins, ouais, je suis constant. Non, écoutez, vous voyez bien que ça sert à rien, mais de toute façon. Castaner, c'est quoi? C'est la servilité au service de la sécurité, c'est ça? Castaner, c'est un type qui a eu l'habileté politicienne de choisir Macron parmi les premiers. Donc, il est récompensé. Bon, c'est la vie politique depuis toujours. C'est tout. C'est un type qui, en plus, je le vois pas, moi, du tout au ministère de l'Intérieur parce que c'est un multiculturaliste. Faut voir d'où il vient. C'est un type de gauche. Oui. Bon. De toute façon, je vais vous dire, quand le moment important de ce remaniement, c'est avant le remaniement. C'est la sortie. Place Beauvau de Gérard Collomb. Merci. On va en parler. On va même évidemment. écouter ce passage qui en dit long. On fait réagir juste après. Évidemment. Quand des quartiers se paupérisent, se ghettoisent, il ne peut y avoir que des difficultés. Et donc, nous en avons souvent parlé avec monsieur le préfet d'Île-de-France. Je crois vraiment que dans la périphérie parisienne, on ne peut plus continuer à travailler commune par commune. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Et donc, nous sommes en face de problèmes immenses. Sidérant d'entendre ça de la part d'un ministre. Non, c'est pas sidérant. C'est ce que je dis dans le livre. Et vous l'acceptez depuis très longtemps, vous parlez de l'Ibanisme. Il annonce de la guerre civile. Il annonce la guerre civile. Face à face, vous avez décrypté. Ça veut dire guerre civile. Et c'est très intéressant parce que... On a perdu la bataille, selon lui. C'est ça que ça veut dire aussi. Non. Il dit pas on a perdu la bataille. Il dit... Mais le problème, c'est qu'il le dit. C'est intéressant parce qu'il a tout compris et en même temps, il s'en va. Non, il utilise des mots des années 80. Des années 80. C'est-à-dire mixité sociale. En fait, il pense à mixité ethnique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des quartiers islamisés. Maintenant, je vois qu'il y a même les journalistes du Monde qui parlent de l'islamisation de la Seine-Saint-Denis. Moi, j'allais au tribunal quand je disais ça. Justement. Et deuxièmement, il dit c'est la paupérisation. Ils n'ont jamais été aussi riches. Ces quartiers pètent d'argent puisqu'il y a le trafic de drogue qui nourrit une richesse inouïe. C'est bien le problème, justement. En Seine-Saint-Denis et ailleurs. Donc c'est pas le problème ni de la paupérisation ni de la mixité sociale. C'est le problème de l'islamisation des quartiers et que simplement, si vous voulez, ces quartiers, il y a maintenant que des boucheries halal, que des librairies halal, que des boutiques halal et ça avec des gens qui s'habillent, les femmes voilées et les hommes comme en Afghanistan ou en Arabie Saoudite au XVIIIe siècle. Pourquoi ils font ça? Et pour une raison très simple, parce que tout ça détermine des normes et que on normalise ainsi et on normative, si j'ose dire, des quartiers qui sont islamisés et qui sont régis par la loi islamique. C'est la charia de fait. Et c'est ça aujourd'hui la France, dans d'innombrables quartiers. Donc et encore une fois, c'est notre discussion tout à l'heure sur la République. Qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire, il y a même Martine Aubry maintenant vous dit, on n'est plus en République. Mais j'ai envie de lui dire, Martine, encore un petit effort. C'est pas qu'on n'est plus en République, c'est qu'on n'est plus en France. Et c'est pour ça qu'on n'est plus en République. Mais vous voyez, c'est la discussion. Juste avant, excusez-moi, je finis. C'est la discussion de tout à l'heure. On dit on n'est plus en République pour ne pas dire on n'est plus en France. Parce que la République a remplacé la France. Alors justement, vous citiez Gérard Davet, journaliste au Monde, en effet, des propos assez inattendus. C'était chez nos confrères de Radio France. Écoutez Gérard Davet dans la matinale de France Inter. Bien, tout simplement, il s'est avéré que la PJ, effectivement, le Seine-Saint-Denis, un peu plus de 100 enquêteurs, faisait un pot régulièrement avec tous les effectifs qui étaient présents. Et il se trouve qu'au fil du temps, mais très récemment plus particulièrement, il y a eu une frange de la Seine-Saint-Denis, de la PJ de Seine-Saint-Denis, qui a dit concrètement là c'est compliqué, on n'a pas envie de manger du porc, on a ensuite pas envie que ce soit des femmes qui s'occupent du barbecue et qui touchent les saucisses, etc. Et donc ça a créé une scission au sein de la PJ et le pot, du coup, on a été fort affecté. C'est un détail, c'est anecdotique, mais cela, à notre sens, révèle concrètement les failles et les fractures que crée justement cette islamisation. Il se passe quelque chose et ce quelque chose nous influe, nous impacte tous. Voilà, il parlait bien sûr de l'islamisation dans
la police, selon lui. Vous n'êtes plus seul, donc, Éric Zemmour. Non, c'est pas qu'on est plus dire seul, cela. c'est que les gens qui nous insultaient parlent comme moi. C'est pas la même chose. Ils ont passé 20 ans à m'insulter et maintenant C'est ils une parlent comme victoire moi. idéologique de votre C'est une part. victoire idéologique, si vous voulez. Mais enfin, Mais c'est ils vont quand même continuer à cher. vous insulter Ouais. quand même. Exactement. Mais voilà, ça. C'est quand même cher payé. Je trouve qu'ils devraient un peu d'humilité, tous ces gens du monde. Qui découvrent Trappes maintenant, qui découvrent qu'à Trappes, ah bah oui, c'est les caïds de la drogue qui règnent et qu'on est islamisé, qui découvrent que la Seine-Saint-Denis, vous voyez, c'est islamisé. Mais pendant 20 ans, quand moi je disais ça, j'étais un nazi et j'étais le fils d'Hitler. Et j'aimerais bien qu'ils viennent et qu'ils disent oui, on s'est trompé. Au moins, ça serait quand même élégant de leur part, vous voyez. Eh ben, vous croyez pas si bien dire, parce que regardez, il a continué, Gérard Davet, toujours sur France Inter dans la matinale. C'est-à-dire cette espèce de compromission permanente des hommes politiques de Seine-Saint-Denis pour composer avec ce terreau islamisant. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent bien qu'en fait, il y a tellement de musulmans que c'est un électorat captif qu'il leur faut obtenir pour être réélus ensuite pour les municipales. Et c'est vrai que pour les municipales de 2020, c'est ce qui va se passer. C'est concrètement, c'est qu'ils vont être obligés de composer avec et voire de les appâter. Et donc ça se passe avec des achats de terrain pour la mosquée, ce genre de choses. Et ça n'arrête pas. C'est de plus en plus comme ça. Et certains musulmans composent avec ceci et même en tirent profit. C'est vrai que je suis tombé de ma chaise en écoutant, parce Mais que vous savez- c'était Éric Zemmour qui parlait. Mais non, mais voilà. Ouais, c'est Et effrayant. moi, ils m'ont envoyé au tribunal quand je disais ça. Vous voyez la différence? Et là, Le Monde, ils sont invités partout. Et deuxièmement, Là, il n'y a pas beaucoup de contradictions, Nicolas Demorand. et là, Non, il n'y a pas de. C'est là, vous aviez été taxé, vous accumuliez les contraventions idéologiques, voire plus, effectivement. Et aujourd'hui, moi, j'ai une question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous pensez, très sincèrement, Éric Zemmour, qu'au plus haut niveau de l'État, avec le départ de Gérard Collomb, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ce que pose Gérard Collomb sur la place Beauvau à son départ, c'est absolument incroyable. on est bien d'accord. Est-ce que la tutelle de Laurent Nunez auprès de Castaner pourrait laisser penser qu'à un moment donné, au plus haut de l'État, on a compris peut-être qu'il y a un vrai problème qu'il va falloir gérer, ou Alors, pas? c'est bien parce que je disais tout à l'heure que j'étais naïf, mais je vois qu'on est deux. Ça me fait plaisir. Oh, c'est une question, moi. Ça C'est me une fait question que je plaisir. vous pose. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le jeu, Non, mais écoutez, non, sérieusement. D'abord, pourquoi Collomb dit ça? Parce que moi, on m'a expliqué pourquoi il dit ça. C'est que depuis 1 an, vous savez, il a les rapports des préfets tous les jours, avec tout ce qui se passe en France. Et après, ça monte à l'Élysée. Ils sont les deux à avoir ça. C'est tout. Les autres ne savent rien. Que l'intérieur à l'Élysée. Exactement, l'intérieur à l'Élysée. Ça monte directement. Donc les gens de l'intérieur savent tout. Les gens de l'Élysée savent tout. Vous savez qu'il y a aujourd'hui, et ça c'est public, 1000 attaques, ce qu'ils appellent attaques gratuites par jour. ouais. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi j'ai discuté Qu'est-ce une qu'on entend fois. par attaque? Ça veut dire des gens crapuleuse, qui vous quoi. attaquent Ouais. comme ça, même pas pour vous voler, même pas pour rien, comme ça. Parce que votre tête ne l'aura pas plu. 1000 par jour en France. Moi j'avais un ami qui était conseiller de Hollande, et qui m'avait dit, tu sais, puisque tout remonte à l'Élysée, il m'avait dit, t'as l'impression d'un pays en guerre. Je vous assure que je cite cette phrase entre guillemets, je vous dirai pas qui me l'a dit. Ouais. Je vous assure que c'est entre guillemets, je n'invente pas un seul Un proche mot. de François Hollande. Un proche de François Hollande. Je vous assure. Mais d'ailleurs, Hollande a davé l'homme, il a dit, ça finira par une partition. Et j'en reviens à notre discussion avec Guy Bon, qui n'était pas aussi, perdu dans les nuées. Ma thèse, c'est que soit la France est puissante, domine, est hégémonique, impériale, pour reprendre un mot que Guy Bon n'aime pas, soit elle est faible, et là c'est les autres qui la détruisent. Soit les autres pays étrangers, ça a été l'Angleterre, puis l'Allemagne, puis maintenant, vous voyez, les États-Unis qui la dominent, etc. Soit même aujourd'hui, dans sa population, un peuple qui s'érige en contre-peuple, une société qui s'érige en contre-société et qui conduit à l'affrontement. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il n'y a pas d'alternative. Voilà la ce que je France veux peut dire. être forte sans être impériale, et là, en l'occurrence, c'est une question intérieure, en fait. Donc, Oui, mais regardez, vous m'avez donné Jacques, quelques exemples, mais vous Saint-Louis savez- était fort sans être impérialiste. Saint-Louis, par exemple, parce que vous m'avez donné d'autres exemples tout à l'heure, mais vous vous c'est- trompez. c'est- Pardonnez-moi, vous vous trompez. Saint-Louis, il fait la croisade, et vous savez pourquoi il fait la croisade? Pas seulement pour des raisons religieuses. Non, je vous assure que c'est j'ai votre relu. côté marxiste, ça. Non, je vous assure. Vous savez qu'il a des liens. Il envoie des ambassadeurs. Oui, au Grand Cannes. Ouais. Exactement, au Grand Cannes pour prendre à revers l'islam. Vous voyez, non mais c'est pour vous dire que Saint-Louis n'est pas qu'un saint. C'est aussi un roi stratégique. Et que les rois de France n'ont jamais renoncé à leur rêve d'impérial et d'empire Eh bien, romain. vous savez quoi? On va essayer de passer de Saint-Louis à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas facile. C'est dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. L'Incorrect, le mensuel qui ne lâche rien, présente. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Et dernière partie, et oui, déjà de ces incorrectibles ce dimanche avec notre invité Éric Zemmour à l'occasion de la sortie, bien sûr, déjà depuis quelques semaines, un best-seller, on peut le dire, même s'il a perdu la première place, Destin français, donc paru aux éditions Albin Michel. Alors on parlait de Saint-Louis il y a un instant, je tâche désespérément de revenir à l'actualité parce qu'on vous qualifie parfois d'homme du passé, Éric Zemmour, vous en avez un peu conscience. Est-ce que vous vivez bien dans votre époque? Mais je n'aime pas mon époque. Mais j'ai le droit. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Nicolas Vidal, juste, on va revenir à cette époque. Tout le monde a le droit de tout faire. C'est vrai. J'ai le droit de pas aimer mon époque, quand même. On va quitter Saint-Louis pour aller sur Clovis. Philippe de Villiers déclaré sur une radio vendredi dernier que la France devrait choisir entre Clovis ou le Coran. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Éric Zemmour? Est-ce qu'il a raison, Philippe de Villiers, d'aborder des choses comme ça? Si vous voulez, je pense que ça va être le conflit de demain. C'est ce que j'annonce à la fin du livre. Et pour des raisons terribles, c'est-à-dire que puisque la France a renoncé à ses racines chrétiennes, puisque la France a renoncé à assimiler des populations venues d'autres contrées, et qu'en plus elle en a laissé rentrer beaucoup trop. C'est-à-dire il y a à la fois le renoncement à l'assimilation et en même temps le nombre. Vous savez, moi je pense comme Engels, l'ami de Karl Marx, qu'à partir d'un certain nombre, la quantité est une qualité. Donc là, on voit bien, quand on parle de l'islamisation de la Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre, la quantité est devenue une qualité. La quantité de musulmans est devenue l'islam. Est-ce qu'on déracine aussi, Éric Zemmour? Est-ce qu'on déracine le peuple français de son histoire? Évidemment, vous allez pas, il va encore râler. J'ai écrit ce livre pour ça, parce que justement, on l'a déraciné. Donc, on va pas recommencer la discussion. Non, en revanche, et ce qui est terrible, c'est qu'on va aller vers un affrontement de civilisation, de religion. Vous savez, Malraux l'avait déjà préfiguré. Il avait dit l'Europe ne s'unifiera que contre un adversaire, et cet adversaire, ça sera l'islam. Il avait dit la nature d'une civilisation, c'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. Et ben aujourd'hui, nous avons sur le sol français 2 civilisations qui se partagent le territoire. C'est du jamais vu dans l'histoire de France. Jamais. Avant, on avait un parti de l'étranger. C'est-à-dire que il y avait des gens qui étaient de l'étranger, pour les Anglais, pour les Allemands. Je fais tout un chapitre sur Cochon, qui est pour moi, vous savez, celui qui a donné à Jeanne d'Arc à brûler, qui est pour moi la matrice de toutes nos élites d'aujourd'hui, qui choisissent toujours, vous voyez, un pays étranger pour les. Mais là, on est au-delà de ça. Là, on a 2 civilisations qui se disputent un même territoire. Je vous assure que je crois que c'est jamais vu dans l'histoire de France. Et donc, c'est très grave. Et donc, tous ceux qui alertent se sont d'abord fait insulter. Et puis c'est notre discussion de tout à l'heure. Maintenant, tout le monde vient dire ah bah oui, au fait, c'est grave. Ah ouais. Alors, on parle bien sûr maintenant à présent. Je le disais, je vais essayer d'y arriver. Mardi dernier. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est une très bonne transition. Vous allez voir pourquoi. Eh bien, écoutez, en tout cas, mardi dernier, ça n'a échappé à personne. C'était bien sûr la forte actualité de la semaine. Des perquisitions ont été menées au siège du parti Les Insoumis, ainsi qu'au domicile de son leader, Jean-Luc Mélenchon, et chez plusieurs collaborateurs de ce mouvement. Ces opérations ont été menées dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires. L'une concerne des emplois présumés fictifs de parlementaires européens et l'autre d'éventuelles irrégularités dans les comptes de campagne de l'ex-candidat. Jean-Luc Mélenchon s'est bien évidemment insurgé en hurlant contre la police et en dénonçant une honte, je cite, un coup de force et une opération de police politique. Les mots sont particulièrement forts, destinés bien sûr à faire peur à l'opposition selon lui. Alors vous, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, vous avez un lourd passif de débat et de clash à la radio et à la télévision. Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon a disjoncté Éric Zemmour, que c'est le coup d'éclat de trop? Non, pas du tout. Ah, alors là? Ah non, pas du tout. Moi, je pense que le problème n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Le problème n'est pas le caractère éruptif de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est un rideau de fumée pour nous dissimuler l'essentiel, c'est-à-dire que l'appareil judiciaire, de plus en plus, vient sur le terrain politique pour prendre la main et diriger le politique. Ils ont fait ça avec Fillon. Pendant toute la campagne, j'ai parlé de putsch médiatico-judiciaire. Tout le monde s'est moqué de moi, mais je maintiens que c'est un putsch. On n'entendait pas beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Merci. Même pire que ça, c'est là l'erreur de Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'à l'époque, il disait « mais la justice doit faire son travail, etc. » Il n'avait pas compris l'enjeu. Ça, vous avez tout à fait raison. Et là, il le paye. Après, il y a des juges qui disent à Marine Le Pen d'aller se refaire un examen psychiatrique chez les fous là-bas parce que elle se prend pour Napoléon. Et puis maintenant, il y a Mélenchon. On invente, si vous voulez. Je fais un chapitre, pardon de revenir sur mon livre, mais je fais un chapitre sur les parlements d'Ancien Régime, c'est-à-dire les juges sous l'Ancien Régime. C'est exactement la même chose, le même débat. Et je cite une déclaration de Mitterrand lors d'un dernier Conseil des ministres. Il dit « Méfiez-vous des juges,
ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. Je le pense profondément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Vous pensez que la justice n'est pas indépendante dans notre pays? Mais elle est indépendante, c'est pas le problème, justement. Mais elle veut prendre le dessus sur la politique et donc sur les représentants du peuple et donc sur la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un conflit entre ce qu'on appelle l'état de droit, qui n'est pas l'état du droit, contrairement à ce qu'on dit, qui n'est pas la démocratie, qui est au contraire le gouvernement des juges, c'est-à-dire le pouvoir des juges, qui ont le droit de déterminer des normes qui doivent soumettre le politique, et on a la démocratie, c'est-à-dire la volonté du peuple. Et aujourd'hui, l'état de droit et le pouvoir des juges est la camisole pour faire taire le peuple. Donc d'une certaine manière, vous soutenez Jean-Luc Mélenchon? Oui, dans cette histoire, oui. Et je dirais que le problème de Jean-Luc Mélenchon, je vous l'ai dit, c'est de ne pas avoir vu que quand ça touchait ses adversaires politiques, il fallait se contester. Et le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est, et on en revient à notre discussion de tout à l'heure avec les deux peuples et les deux sociétés, il est, si vous voulez, à la confluence de ces deux peuples. C'est-à-dire que son électorat est coupé en deux. Il a la moitié de son électorat en Seine-Saint-Denis et dans d'autres quartiers islamisés, et il a la moitié de son électorat de ce qu'on peut appeler Français de souche, vieux militants socialistes, petits fonctionnaires, etc. Et vous voyez, ces deux électorats ne se regardent pas, ne vivent pas ensemble, comme dirait Colomb. Ils sont côte à côte et maintenant bientôt ils seront face à face. Et tout le problème de Mélenchon, on le voit bien quand il se tortille sur l'immigration, il sait pas quoi dire, il est pas clair parce que la moitié de son électorat est contre l'autre moitié de son électorat. Comprenez? Et puis quand il se moque de l'accent d'une journaliste à l'Assemblée nationale, on peut dire que c'est pour le moins maladroit, vu qu'il est élu en plus dans le Sud. C'est un peu bébête, ça, on dira. Mais bon, on a le droit d'être bête, hein. De temps en temps, on est tous. Hein. Alors qu'on voit qu'en Allemagne, il y a un populisme de gauche aujourd'hui qui prend clairement parti contre l'immigration. Donc, regarde la Aufstehen, le mouvement de Aufstehen. Et là, c'est extrêmement intéressant. En Allemagne, vous voulez dire? Oui, en Allemagne. Bien sûr. C'est extrêmement intéressant, ce mouvement Aufstehen. Si vous voulez, il marche dans des pays où il n'y a pas encore un deuxième peuple. En fait, il y a une différence entre les immigrés qui viennent de travailler, qui ensuite soit repartent, soit deviennent français ou allemands, etc. C'est une immigration de travail, ce qu'on a eu dans les années 60, et une immigration de peuplement qui s'installe en France, qui vivent comme ils étaient dans leur pays et qui rejoignent une diaspora et qui perpétuent le mode de vie de leur pays. Là, c'est plus une immigration, c'est une colonisation. Et on voit bien qu'il y a des pays qui peuvent encore se révolter contre ça parce qu'ils n'ont pas la colonisation. Ils n'ont pas eu le regroupement familial de Giscard et de Chirac, et ils n'ont pas eu le droit du sol, etc. Vous voyez, il y a deux types de pays. Et la France, c'est un pays où on est au-delà de ça. Et c'est tout le problème de la France. Éric Zemmour, on va bientôt malheureusement, déjà arriver au terme de cette émission. Une petite question incorrectible qu'on va essayer d'installer chaque semaine dans l'émission. Est-ce que vous avez un livre de chevet ou le dernier film que vous avez vu, Éric Zemmour? Lequel qui a retenu votre attention? Je relis. Non, j'ai pas de. Non, j'ai lu. Il y a. Moi, je relis régulièrement Mémoire d'outre-tombe, donc si vous voulez, c'est un peu vieux, et d'autres bien sûr. Et comme film, en revanche, moi qui ne vais jamais au cinéma, j'ai vu il y a 6 mois. Non, j'ai vu Staline est mort. Que j'ai trouvé formidable. D'accord. Alors, c'est vieux, hein, j'ai vu ça en avril-mai, hein, mais depuis je suis pas retourné au cinéma. Donc, mais ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est le film que vous commanderiez. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle donc, Éric Zemmour, votre dernier ouvrage, Destin français, un best-seller paru aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Jacques de Guibon du magazine L'Incorrect d'avoir été avec nous, ainsi que Nicolas Vidal du magazine Putsch. Merci au réalisateur Maxime Sénin, ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec un nouvel invité incorrectible, et ce sera Mohamed Sifaoui. Bonne semaine à tous sur Sud Radio.